Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour faire le tour et le détour des sorties littéraires qui ont piqué mon attention durant ces derniers mois. Comme vous le savez, j'aime bien faire des articles sur mon blog où je fais pareil ces sorties littéraires et où j'ai fait de manière bête et méchant chaque trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a donc 4 articles sur le blog. Mais pour les vidéos, je m'étais basée sur moi, ce qui est ma marque de fabrique, ma façon de fonctionner, les saisons. Or, je me suis rendu compte que juillet-août était assez maigre en termes de sorties littéraires, ce qui est évident et logique puisque de 1, se prépare la sortie littéraire en septembre, de 2, beaucoup d'entreprises sont au ralenti, voire à l'arrêt pendant les vacances estivales, donc forcément il y a moins de parutions. Ainsi, cette vidéo va regrouper de manière assez pêle-mêle des sorties de juin, juillet, août et de septembre, mais il n'est pas dit, puisque j'ai préparé cette vidéo à l'avance, il n'est pas exclu que lors de la prochaine vidéo sortie littéraire, je glisse de temps à autre d'autres sorties du mois de septembre notamment, puisqu'on sait que ça a été très dense. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu pour moi un mémo, un pense-bête pour me dire aussi qu'il faudrait que je raccorde davantage les articles avec mes sorties vidéo pour éviter des redites ou pour éviter tout simplement cette espèce d'imbroglio où j'ai l'impression que certaines sorties littéraires de juin notamment, je vous les ai déjà présentées dans une vidéo précédente. Bref, je pense que je vais trouver un moyen d'être un peu moins fouillis et d'être peut-être plus précise pour vous aussi. En tout cas, si jamais certaines de ces sorties littéraires vous ont tapé dans l'œil, comme toujours, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à voir sous la vidéo, il y a les titres cités. Sur ce, aidez de mon fidèle acolyte pour pouvoir me souvenir évidemment des sorties en question et vous faire les petits pitchs, eh bien on va commencer illico presto. Première sortie littéraire qui m'interpelle et dont j'ignorais totalement l'existence avant de tomber dessus sur les réseaux sociaux ou sur un blog, me semble-t-il. Il s'agit d'un livre de Morgan Ryan qui s'intitule Le Grimoire perdu des sorcières et c'est aux éditions Hauteville. On est là sur une parution de septembre 2025 et ça nous raconte qu'en gros, en novembre 40, l'Angleterre est en plein Blitz, donc Seconde Guerre mondiale. Personne n'est épargné, la communauté de sorcières vivant cachées subit de plein fouet les ravages de la guerre. L'Académie royale des sorciers décide donc de venir en aide à Churchill et missionne Lydia Polk, une jeune sorcière obstinée. Elles ont appris qu'Hitler veut s'emparer du Grimorium Bellum, un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit, celui d'exterminer un peuple entier. Envoyée à sa recherche en France, Lydia est secondée par Henri Boudreau, un historien de l'art à qui la magie n'est pas totalement étrangère. Engagés dans une course contre la montre avec les sorcières du Reich, ils doivent être les premiers à trouver ce grimoire capable de dominer le monde avant qu'il ne soit trop tard. Rien que le résumé m'a donné sincèrement envie de le découvrir parce que clairement on est sur un curieux mélange et pour autant ça match. J'aime beaucoup cette idée de grimoire perdu à aller chercher. Le contexte historique aussi est très intéressant à le voir mêlé comme ça à du fantastique, des éléments plus irréels. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Il a très peu de notes sur Livre Addict, mais les retours sont très bons. Donc ma foi, j'espère pouvoir mettre la patoune dessus en grand format ou en petit format, peu m'importe. Mais vraiment, je suis plus que hypée par ce titre parce que ouais, il y a pas mal de petites choses qui ont l'air sympatoches. Je suppose qu'il doit y avoir un petit peu de romance dans l'air, mais voilà, mon premier avis, c'est que la romance ne prend pas vraiment le pas dessus, vu qu'il est vraiment estampillé roman adulte historique. Ainsi,
très curieuse de voir ce que ça donne. Si jamais vous l'avez lu vous de votre côté, n'hésitez pas à m'en parler parce que c'est vrai que comme je viens de vous le dire, il y a très peu de retours dessus et ça serait pas mal intéressant d'avoir vos retours. Le livre suivant que j'ai mis dans ma wishlist et qui sera probablement une priorité, grand format, là aussi format poche, peu importe, mais en tout cas c'est un gros coup de cœur que j'ai eu cet été. Il s'agit là du 3e tome d'Emily Wilde, l'abrégé des contes perdus d'Emily Wilde. C'est écrit par Heather Fawcett et c'est édité aux éditions Sabran, que ce soit poche ou grand format. On est là aussi sur une parution de septembre 2025 et j'ai presque envie de vous dire qu'avant de m'intéresser au tome 3, peut-être faudrait-il encore que j'ai le tome 2. Pour ce qui est du résumé, on est sur Emily Wilde qui est douée dans bien des domaines, universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie. Elle travaille sur sa première encyclopédie féerique jamais écrite. Mais s'il y a bien un sujet qu'Emily ne maîtrise pas, ce sont les gens. Effectivement, Emily est plutôt réservée, plutôt introvertie, plutôt éloignée, plutôt peu sociable, mais c'est une formidable experte en fées, tout ce qui concerne le petit peuple en particulier. Et dans ce premier tome, elle allait dans un monde, une ville très scandinave, très nordique, pour y repérer les recluses qui sont parmi les fées les plus dangereuses et les plus secrètes du monde. Et elle pensait être solo pour mener sa barque, pour faire ses recherches, c'était sans compter son rival qui est aussi son collègue. Il s'agit de Wendell Bumblebee, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, Wendell du coup, et ce petit monde va essayer de survivre avec un village qui n'est pas toujours très enclin à les recevoir et à les apprécier. Donc un premier tome qui est à des allures de cozy mystery, de fantasy, de romantasy. C'est à la jonction de plusieurs genres qui matchent, qui fonctionnent avec un ton contemplatif, lent, des recherches universitaires, quelque chose de, voilà, de posé, de mature, qui moi m'a fait du bien. En plus, comme on était en plein été, pleine vague de chaleur, le côté nordique, froid, hiver a fonctionné de zinzin. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la plume, donc, comme je vous le disais, j'attends avec impatience de pouvoir mettre la patoune sur le tome 2 et donc sur ce fameux tome 3 qui doit certainement réserver moult aventures et péripéties, mais je ne vais pas en parler puisque j'ai pas envie de me spoiler. On va rester sur la dryadologie et les fées et on va rester sur un roman qui est plutôt à destination du young adulte, qui mêle historique et fantastique. Bref, un excellent cocktail pour ma part, d'une autrice que j'aime énormément depuis sa saga La Voix des Oracles. Je parle d'Estelle Faye avec L'Héritier des Fées, qui est une parution également de septembre 2025 aux éditions Nathan. 13e siècle, Pyrénées, entre magie féerique et révolte cathare, Tristan, fils de chevalier et descendant des fées, doit choisir son camp quand son frère disparaît. Tristan est le second fils du chevalier d'Arpéjac et d'une Hadé, une fée des montagnes. Il est plus à l'aise dans la montagne accompagné de ses amis enchanteurs que parmi les humains. Mais lorsque son frère aîné disparaît après avoir rejoint la révolte des cathares contre le roi de France et les soldats de l'Inquisition, Tristan abandonne son univers protégé. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, retrouver son frère, quitte à se perdre lui-même. On est donc là sur un univers très réel, historique, puisqu'on est dans les Pyrénées au XIIIe siècle, en pleine Inquisition et révolte des cathares, et on a ce subtil élément fantastique qui vient saupoudrer un petit peu et pimenter l'intrigue, puisqu'on est là sur tout un folklore lié aux fées, comme je le disais, mais aussi certainement localisé, donc tout ce qui est légende, folklore, mythe, conte autour de cette aire géographique, les Pyrénées. Je suis très intriguée puisque j'adore le travail de cette autrice. J'avais beaucoup aimé La Voix des Oracles, comme je le disais, c'était même ma trilogie préférée. J'ai passé un bon moment avec Les Nuages de Magellan
Et j'aime toujours les idées de l'autrice, un peu comme Aurélie Wallenstein. J'aime énormément son travail dans les ambiances, dans le mélange des genres, les univers, la création des univers. Donc je suis impatiente, j'ai vraiment hâte de pouvoir un petit peu découvrir de quoi il en retourne. On voit bien la grande histoire reliée la petite histoire, donc cette quête de frères disparus. Donc je suis curieuse et je fais confiance à l'autrice pour m'embarquer dans cette nouvelle aventure. On va changer de style et d'ambiance, on va partir sur du manga. Et notamment les tomes 3 et 4 de Fangirl, qui est de Sam Maggs et de Gaby Nam, d'après le roman Fangirl de Rainbow Rowell. Et ces mangas, au nombre de 4 tomes du coup, la saga est éditée chez Delcourt dans leur collection Waves. Le tome 3 est une sortie de juin, tandis que le tome 4 est une sortie de septembre. Pour ce qui est du pitch, Kat n'a pas besoin d'amis, elle a sa sœur jumelle Erin et sa popularité en tant qu'autrice de fanfiction dans l'univers de Simon Snow qui lui vaut plusieurs milliers de fans. Mais voilà, tout juste arrivée à la fac, Kat se retrouve bien loin de sa zone de confort et que dire de tous ces inconnus qui s'invitent désormais dans sa vie. Fangirl de Rainbow Rowell, j'en ai déjà moult fois parlé sur cette chaîne et chaque fois que j'en parle, que ce soit le roman ou le manga, j'ai forcément 10 000 choses à vous dire tellement que j'ai adoré ce roman, cette romance contemporaine qui m'a réconciliée non seulement avec les récits contemporains mais aussi avec la romance. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir l'adaptation française en manga parce que c'est vrai qu'on l'attendait depuis un bout de temps cette adaptation française et donc trop refaite d'avoir pu la découvrir avec le tome 1 via Babelio et une masse critique et très contente de pouvoir continuer le parcours puisque j'ai lu le tome 2 assez récemment, à peine acheté je l'ai dévoré, c'est plutôt ça qui s'est passé. Je continue ma lancée, j'ai envie de lire le tome 3 qui a un aspect plutôt printemps et le tome 4 qui est plutôt été. Je ne sais pas si je les lirai, je suppose que me connaissant je ne pourrais pas m'en empêcher, que je vais forcément les lire une fois achetés, mais c'est sûr que ça aurait plus de saveur en les conservant pour le printemps et l'été. Ma foi, peu importe quand je les lirai, je sais d'ores et déjà que ça restera dans la droite lignée des 2 premiers tomes, une excellente adaptation avec des dessins magnifiques, un texte soigné, des thématiques qui sont très touchantes, l'anxiété, la gémellité, la famille, l'amour, le passage à l'âge adulte, tout ce qui est le monde universitaire aussi, l'écriture, la fanfiction, être fan en fait d'un univers en particulier. Donc moi j'ai toujours aimé Fangirl depuis le roman et cet amour ne s'est pas émoussé au fil du temps et s'est même ravivé avec les mangas et j'espère pouvoir un jour orchestrer une relecture du roman. Pour le livre suivant, on reste sur du manga et là aussi on est sur une série que je surkiffe et que j'aime emprunter à la médiathèque. J'aime énormément chaque élément qui compose cette immense fresque. Il s'agit de Minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Et là, il s'agit du 13e tome qui est paru en août. On est donc sur un manga qui est pour un lectorat plutôt adolescent-adulte. Et on est surtout sur un manga de fantasy, un peu tranche de vie, très cosy, cocooning, réconfortant, apaisant, et qui clairement redonne le sourire. Akume et Mikoshi mesurent 9 cm et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d'arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. C'est fou tout ce qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que 3 pommes. Venez partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et attendrissantes. Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien. Le résumé est juste parfait puisque vous avez absolument tout ce que vous avez à savoir, qu'on est sur un peuple très minuscule, d'où le nom du manga, qui vont vivre différentes histoires, différentes péripéties. Tout prend des proportions complètement épiques. Par exemple, aller chercher de l'eau,
aller à la ville la plus proche, organiser un festival, construire une maison. Tout est forcément à hauteur de ces petits personnages de 9 cm et c'est un régal à voir. Les planches sont lisibles, aérées, épurées, avec un trait qui est soigné et élégant. On a des personnages qui sont très attachants, que l'on retrouve au fil de la saga, au détour d'un chapitre, des fois c'est tout le long d'un tome, qui ont voilà, eux-mêmes leurs propres problèmes, histoires, péripéties, et c'est vraiment touchant de voir tout ce beau monde évoluer, s'entraider, partager des bons moments, des repas, des fêtes aussi. Donc moi j'aime beaucoup depuis le premier tome et j'aime bien les emprunter 3 tomes par 3 tomes parce que je trouve que voilà, ça fait une belle pause, vraiment un chouette moment de lecture. Moi je me régale à chaque fois que j'ouvre un tome minuscule et j'ai hâte tout simplement d'en arriver au tome qui est sorti là cet été, du coup le tome 13, puisque j'en suis, me semble-t-il, au tome 6 et que j'aimerais, en tout cas c'était l'objectif du Pupkin, d'emprunter les tomes 7, 8 et 9. Pour le livre suivant, on va repasser sur un roman d'une autrice qui pique ma curiosité depuis très longtemps. J'ai quasiment tous ses livres dans ma wishlist et j'ai enfin pu emprunter un de ses romans d'ailleurs, que j'ai hâte de pouvoir lire dans les prochaines semaines. Il s'agit de Siècle Vaelban, ou Vaelban, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, désolée. Et le roman s'intitule Le Cri Soleil. Et le roman est édité aux éditions Castelmore dans leur label Big Bang. Et on est là sur une parution de septembre 2025. Et le livre en question que je viens d'emprunter, c'est celui qui est à mon avis le plus connu, celui qui a été le plus encensé et mis à l'honneur sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Plein Ciel. Dans un monde envahi par le froid et les ténèbres, Far est un cri-soleil à l'apogée de sa puissance. Enfant, il a été doté par la secte du Phénix de pouvoirs aussi puissants que terrifiants, grâce auxquels il dispense la chaleur du jour à la dernière cité lumière. Épuisé par une vie de labeur, il aspire désormais au repos. Nour est un disciple du serpent et l'un des postiers nomades qui assurent la liaison entre les hameaux du sud. Sa vie bascule lorsqu'il doit prendre en charge une dangereuse fillette aux yeux de lave. Odanaï a grandi dans la cloche cathédrale dont elle aime tous les habitants. Un jour cependant, un inconnu frappe à leur porte, charriant dans son sillage la menace latente des bois dormants. Au cœur du monde froid, les voilà partis en quête d'une nouvelle vie, mais où trouver le soleil véritable lorsque chaque pas est aspiré par la glace, la pénombre et la solitude. On est sur un roman young adulte de fantasy et je vous avoue qu'au résumé, je sais pas, c'est comme le résumé de Plein Ciel, c'est comme le résumé d'un autre livre de l'autrice. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi, mais je trouve que les résumés sont magnifiques. Il y a plein de mots-clés qui piquent ma curiosité, de concepts qui sont glanés ça et là, déposés pour vraiment se poser 1000 questions parce que voilà, on me parle de monde froid, de lumière du soleil, de secte du phénix, de cité lumière. On parle de cri-soleil qui est une caste puisque Far est un cri-soleil. Voilà, on parle de disciples du serpent, de postiers nomades, d'une dangereuse fillette, on a le concept de cloche cathédrale, de bois dormant. Donc j'ai l'impression qu'il y a une infinité de petites choses qui se mêlent, s'entremêlent à travers ce roman choral, puisqu'on suit plusieurs personnages manifestement. Et je suis curieuse. Déjà rien que la couverture me vend du rêve, mais voilà, je sais pas quoi penser. J'avoue que j'ai peu vu, comme pas mal de sorties en fait de septembre, j'avoue que j'ai peu vu de retour sur ces livres, donc je suis impatiente de savoir si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé.
Et moi perso j'ai hâte, que ce soit en grand format ou en poche, peu importe là aussi, mais je suis impatiente de mettre mon nez dans cette histoire qui a l'air incroyable, qui a l'air d'être vraiment de la fantaisie un peu épique. J'ai l'impression que ce tag mythe mythologique qui est présent sur Livertique n'a pas l'air d'être posé là par hasard. Les bois dormants, ça me fait penser un peu à la Belle au bois dormant, ça se trouve il n'y a aucun rapport, mais je sais pas, il y a quelque chose une dimension un peu épique, un peu mythique qui, moi, a mis plein de lumière dans les yeux, plein d'étoiles, donc j'ai hâte de découvrir de quoi il en retourne. Et pour le livre suivant, on va rester sur de la fantaisie, on va rester sur un côté très épique, très mythe fondateur, très chargé de lumière et d'ombre, d'enjeux colossaux. Ainsi, je vais vous parler de Samantha Shannon et de sa saga Le Prieuré de l'Oranger. Le titre en question, on est sur Parmi les fleurs embrasées, qui est sorti aux éditions de Saxus, que ce soit dans une version poche ou une version grand format. Et c'est une parution également de septembre 2025. Le Prieuré de l'Anger, moi je l'ai découvert en format poche, donc en 2 tomes, chez J'ai lu notamment. Et j'avais beaucoup aimé. Ça a été, je crois bien, les livres qui m'ont accompagné sur 2023-2024, si ma mémoire me fait pas défaut. Et j'avais bien aimé cette histoire de fantaisie épique, avec un rythme très lent, contemplatif. Il y avait beaucoup de personnages très intéressants à découvrir aussi. Et j'avais bien aimé la plume de l'autrice. Et je m'étais dit que j'allais poursuivre un peu le voyage dans ce monde-là, avec notamment le préquel, que j'ai pu acheter récemment en 2 tomes aussi chez J'ai lu. Il s'agit de Un jour de nuit tombé, pareil de Samantha Shannon, et pareil si vous cherchez le grand format, c'est chez De Saxus, et les poches sont chez J'ai lu. Sachez que le Prieuré de l'Anger se passe à un instant T, que le préquel se passe 500 ans avant, donc il y a peu de risque que vous vous spoilez si vous commencez par le préquel. Et en ce qui concerne là ce livre en question, Parmi les fleurs embrasées, on est là sur un spin-off qui se passe 2 ans avant le Prieuré de l'Oranger. Mais globalement, comme on n'est pas du tout sur les mêmes personnages, il y a peu de chances que vous soyez spoilés. Donc, exceptionnellement, je vais pouvoir vous lire le résumé. 2 ans avant le Prieuré de l'Oranger, le royaume de Iscaline, est l'un des plus fidèles à la religion du saint. Son roi, qui règne d'une main de fer, n'a aucun amour pour sa fille, la Domnata Marosa, qui lui rappelle trop son épouse adultère. Depuis ses 16 ans, il l'empêche de sortir du palais et de voir le monde. Marosa n'a qu'un désir, fuir le palais du salut. Cela ne sera possible qu'une fois qu'elle sera mariée au prince Obrecht et libérée du joug du roi. Ce plan est sur le point de se réaliser quand la montagne près de la cité entre en éruption et recrache des milliers de créatures draconiques. Parmi elles se trouve Feudel, l'aile droite du sans nom, le Wyrm dont tous craignent le retour. Quand le roi se soumet et convertit son royaume à un nouveau culte, tout espoir est perdu. La Domnata doit oublier ses rêves pour se concentrer sur une chose, survivre et sauver son peuple des flammes. Je suis plutôt contente concernant ce spin-off, parce que déjà il se passe 2 ans avant le Prieuré de l'Oranger, donc voilà, moi qui ai lu le Prieuré de l'Oranger, je serais pas paumée, et dans le même temps je suis en train de me dire que même des gens qui n'auraient pas lu le Prieuré de l'Oranger vont parfaitement pouvoir le lire, parce que clairement, si vous aimez lire de manière chronologique, vaudrait mieux lire ce spin-off avant le Prieuré de l'Oranger. Et en plus de ça, comme je vous le disais, je suis ultra contente parce que on va s'atteler à des événements dont on a très peu parlé dans le Prieuré de l'Oranger. Certes, on l'évoque, voilà, il y a des choses qui se tissent, des liens qui se nouent, des petites choses qui parlent en fait de ces sujets, mais c'est évoqué de manière très en pointillé si je puis dire, et peu évoqué dans les détails. Donc là, très contente d'avoir un spin-off sur cette partie du royaume, sur cette histoire en particulier qui me fascinait quand on en parlait dans le Prieuré de l'Oranger, mais sur lequel on avait très peu d'éléments, donc très curieuse. Je le prendrai en poche, comme ça ira
avec le reste de la saga. Livre suivant, on va aller du côté du manga, et je crois bien, petit spoiler, qu'en fait toutes les lectures graphiques que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des mangas. Ici, c'est un manga, une version papier qui est adaptée à base d'un webtoon, donc vous savez les formats verticaux de bande dessinée qui viennent de Corée, exactement. Et on est là sur une saga que j'ai découverte grâce à Babelio et une masse critique en début d'année, je crois bien. Il s'agit de The Witch and the Bull, le tome 2, qui est sorti en juin 2025. C'est écrit par et dessiné évidemment par Monzia. Je ne vais pas lire le résumé du tome 2, je vais plutôt vous lire celui du premier opus. La guerre entre le royaume des sorciers et le royaume des humains est terminée, mais les tensions sont toujours vives entre les deux peuples. Tan, l'arrogant conseiller du roi, se retrouve brutalement transformé en taureau par une malédiction. La seule personne qui peut l'aider, Aro, la sorcière des constellations, est aussi, et malheureusement à ses yeux, la personne qui le déteste le plus. C'est un manga que je trouve très intéressant parce qu'il a un peu cette vibe, un Frieren ou encore le gros chat, la sorcière grincheuse. C'est-à-dire que globalement, les événements épiques dramatiques sont terminés, la guerre est finito, et on se concentre sur l'après. Mais l'après n'est pas plus réjouissant. Il y a encore des tensions, il y a encore des couacs, des drames, des choses qui ne vont pas et qui doivent trouver leur chemin pour s'apaiser. Notamment les tensions qui sont toujours vives entre les sorciers et les humains. Et au milieu de tout ceci, on a un conseiller très arrogant, très brut de pomme, pas très sympa et avec lequel on a du mal à s'attacher au début. Ainsi, j'ai beaucoup aimé l'univers tel qu'il est présenté. C'est très recherché, fouillé dans cette histoire de constellation, de magie autour des constellations et du zodiaque. J'ai beaucoup aimé ces parties d'explication. Pareil, j'aime énormément la relation entre les deux personnages qui est assez bancale, on va pas se le cacher. Ça met du temps à s'apaiser, mais en même temps c'est un peu normal. Tan, même en taureau, reste très arrogant, très antipathique, au contraire d'Aro qui est certes avec son caractère mais qui est beaucoup plus soucieuse des autres, beaucoup plus tempérée aussi et qui cherche en fait à toujours aider son prochain et qui voulait se faire un petit peu petite, qui voulait se faire discrète dans cette nouvelle vie. C'est râpé puisque on va découvrir qu'elle est une sorcière et elle va être un peu exilée et donc s'enclenche, je suppose, ce qui va être un très long voyage à travers un univers de fantasy qui est très inspiré de la Méditerranée, l'Orient, la Méditerranée, plutôt la Grèce, la Méditerranée, Espagne, Italie. On a donc tout cet espace méditerranéen qui se côtoie en termes de couleurs, en termes de paysages, en termes d'objets, de vêtements. Moi j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et j'ai bien aimé ce premier tome, le voyage proposé. Je suppose que le tome 2 va continuer sur cette lancée, à la fois de voyager à travers tout cet univers dense et captivant, et en même temps travailler sur le relationnel entre Aro et Tan. Je vais poursuivre avec un roman, un tout nouveau roman d'une autrice dont j'aime énormément le travail, puisque j'ai lu cette année l'intégrale de Steam Sellers. Je vous parle d'Ellie S. Green avec son roman Hazel tout court et les failles du temps, qui est édité aux éditions Rajo. Et comme je vous le disais, j'ai adoré Steam Sellers, j'ai lu l'intégrale et je l'ai lu cette année, en tout début d'année d'ailleurs. Et j'ai mis de côté ces albums jeunesse que j'ai trop envie de lire aussi. Mais j'avoue que ce roman a piqué ma curiosité pour pas mal d'éléments. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et on est là sur un roman pour un lectorat adolescent, de fantastique et d'aventure, et autant vous dire que je fais confiance à l'autrice pour m'emmener dans un univers fabuleux avec des personnages captivants, une intrigue menée de tambour battant et une plume très élégante, très soignée que j'ai hâte de retrouver. Ainsi, qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Hazel ne décolère pas,
Ces archéologues de parents l'ont encore abandonnée pour partir à la recherche de fabuleux trésors. Elle se retrouve chez Granny Boom Boom, sa grand-mère qu'elle n'avait encore jamais rencontrée. Bien décidée à percer les mystères de son étrange manoir, Hazel va se retrouver entraînée dans les failles du temps. Dans ce livre, vous trouverez un dinosaure apprivoisé, un lapin au QI très élevé et une machine à remonter le temps. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Rien que le résumé me parle. Tout dans ce résumé me parle. Et j'ai tellement envie de découvrir ce récit. Manifestement, le livre-objet a l'air très beau aussi, puisque je l'ai vu dans une vidéo d'Alex Bouquin en Prada, donc il a l'air très beau en plus de ça. Et puis le résumé, le pitch, le concept, qui est juste absolument génial et qui automatiquement ne pouvait qu'attirer mon attention. On parle d'archéologues, on parle de manoirs avec des secrets à percer, on parle aussi de liens familiaux avec une famille très éparpillée et rocambolesque, je trouve aussi. On est là sur des failles de temps, donc une machine à explorer le temps, donc on va voyager dans différentes époques et ères géographiques, je suppose. Donc moi, tout ce qui me ravit, et puis, in fine, le côté très camoulox, impromptu, de placer dans ce résumé un dinosaure apprivoisé et un lapin au QI très élevé, qui est vraiment, forcément, maintenant j'ai très envie de voir qui sont ces personnes, ces personnages, et qu'est-ce qui leur arrive en fait. Donc là aussi, j'y vais les yeux fermés sur ce récit, poche ou grand format, peu m'importe, mais je sais que je le lirai. On enchaîne avec le livre suivant, un roman à destination du young adulte et contemporain. Il s'agit d'un roman de Clara Hérault dont je n'ai toujours pas trouvé le temps, l'opportunité plutôt de découvrir son travail. C'est pas faute d'en avoir envie, notamment sa romance de Noël qui a l'air vraiment très cool. Donc j'espère découvrir un de ces jours son travail parce que ça a l'air vraiment très chouette. Et là on va parler de son tout dernier roman paru aux éditions Hachette en juin dernier. Il s'agit du Tourbillon des possibles. Fraîchement diplômée d'un master en cinéma et dans l'attente de trouver un travail dans ce milieu, Léonie retourne chez sa mère à Ardelot, loin de ses amis, de ses repères et du sentiment de liberté qu'elle chérissait quand elle vivait à Paris. Pour elle, c'est un retour amer à la case départ, même s'il n'est que temporaire. Lorsqu'elle recroise Samuel, avec qui elle a partagé une histoire d'amour l'été de leurs 18 ans, elle voit une occasion de se distraire de cette période morose. Pas d'attache, rien de sérieux, puisqu'elle va bientôt repartir. Du moins, c'est ce qu'elle croit, car la recherche de travail se révèle plus longue que prévu. En même temps qu'elle trépigne sur la ligne de départ de sa vie d'adulte, Léonie sent monter la peur de voir ses plans s'effondrer et le vertige de devoir choisir. Celui-ci a, comment dire, une espèce de petite trame, un truc en plus qui m'interpelle, c'est tout le travail qu'il y a autour du passage à la vie d'adulte, la recherche d'emploi, le travail, la fin des études. Le titre est bien choisi, le tourbillon des possibles, c'est que tout est possible et envisageable et ça peut être un peu étourdissant. Donc c'est quelque chose qui me parle assez, qui m'interpelle et j'ai envie de voir comment l'autrice travaille cette thématique en particulier. Donc écoutez, je pense que comme beaucoup de romans contemporains, en règle générale, je préfère attendre une sortie poche ou alors tenter l'expérience en les empruntant. Et j'espère pouvoir lire un de ces jours un livre de Clara Hérault, pourquoi pas celui-ci en premier, pourquoi pas un autre, peu importe. Et in fine, j'aimerais bien découvrir le travail de cette autrice. Dans la très longue liste des autrices illustratrices dont le travail m'interpelle, me donne super envie d'acheter tout de suite, on va parler de Caroline Millet, plus connue sous le nom de Caro from Woolland, et notamment de la sortie de son dernier livre Cosy. Elle a fait une série Cosy où chaque tome est une saison, elle a commencé avec l'automne. Vous vous en doutez, le dernier c'est Mon été cosy,
Un livre qui est de l'auto-édition, donc si vous voulez vous le procurer, il faudra aller sur la boutique de Caro from Woonland. Et c'est un livre qui est sorti début juin. Juin est arrivé, l'air est saturé de soleil, les grillons et cigales chantent, le parfum suave de la lavande parvient jusqu'à nous, les papillons volent de fleur en fleur, c'est l'été. À travers ce guide, je vous livre tous mes petits plaisirs et rituels de l'été afin que vous puissiez vous les approprier pour vivre votre été cosy. Livre illustré à l'aquarelle à destination des adultes, ce livre mêle journal, almanach, herbier, recettes et bricolage. J'ai découvert Caro from Woonland il y a quelques années maintenant. Je crois que mon hiver cosy venait à peine de sortir ou allait sortir clairement. Donc depuis tout ce temps, je la suis sur YouTube et un petit peu Instagram. Si vous savez que les réseaux sociaux c'est toujours un peu complexe avec moi. Mais j'aime beaucoup regarder ses vidéos sur YouTube et c'est un travail qui m'intéresse énormément, le travail de l'aquarelle. Le côté très cosy, très cottagecore, contemplatif, avec un rythme plutôt lent, quelque chose qui est beaucoup plus à s'écouter et à s'émerveiller de ce qui nous environne. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, dont je suis friande aussi. Et évidemment, comme les 4 tomes sont désormais sortis, je suis impatiente de pouvoir me les procurer. Soit d'un coup d'un seul, soit petit à petit, je ne sais pas encore. En tout cas, je sais qu'ils atterriront dans ma bibliothèque un jour ou un autre. L'été, c'est pas forcément ma saison préférée. J'avoue que je suis plutôt automne-hiver que printemps-été et donc je suis très curieuse de savoir comment Caro from Woonland parle de l'été parce que j'essaye de trouver à mon échelle et à mon niveau des façons d'apprécier la saison, ce qui est très compliqué vu que je déteste la chaleur et qu'on se tape des vagues de chaleur et des canicules absolument dantesques, mais j'ai très envie de voir ce que Caro nous a concocté pour cet été cosy et je suis impatiente vraiment de pouvoir le feuilleter, le lire et prendre mon temps aussi, le picorer de temps à autre, bref, peu importe comment je le lirai, je le lirai. Le livre suivant, on va rester dans cette ambiance assez estivale, je dois dire, parce que la couverture est rayonnante, ne serait-ce que pour l'utilisation du jaune à outrance. Et c'est une saga qui est un peu ma saga jeunesse doudou. J'ai passé l'âge de la lire, mais je m'en fiche un petit peu, puisque je trouve qu'elle a un côté très cocooning, très apaisant. J'aime énormément l'ambiance du décor, j'aime voilà, le côté un petit peu réconfortant, douillet. C'est un bonbon pour moi, c'est vraiment une pause de replonger dans cette saga et il me tarde qu'il sorte en poche puisque je fais la collection de cette saga dans sa version poche. Donc là je vais vous parler de cette sortie grand format, mais sachez qu'il y a forcément un jour ou un autre où dans une vidéo sortie littéraire vous me verrez parler de la sortie poche de ce livre. On va parler des filles au chocolat de Cathy Cassidy, le tome 10 qui s'intitule Cœur Citron. C'est édité chez Nathan, mais si vous voulez découvrir les filles au chocolat, vous pouvez vous plonger dès le tome 1, c'est chez PKJ en poche. Les filles au chocolat, ce serait un peu compliqué de faire un résumé puisque chaque tome est différent et concerne un héros ou une héroïne en particulier, même si dans certains cas, ce qui est le cas des jumelles Sky et Summer, elles ont eu 2 tomes à ce jour dans cette saga. De manière très succincte, je vais essayer de pitcher au mieux possible les filles au chocolat. Vous êtes dans le Londres du 21e siècle et vous êtes dans un espèce de petit hameau en fait, où il y a une demeure qui s'appelle Tanglewood et qui regroupe une famille recomposée. Et cette famille recomposée, les parents dirigent une fabrique de chocolat. Quant aux filles de cette maisonnée, elles sont adolescentes, entre 12 et 16 ans peu près, même si elles vont grandir au fil des tomes. Et chacune a sa passion, chacune a sa personnalité, chacune a son histoire, chacune a ses petits pépins aussi à travers le tome en question, que ce soit
des histoires de cœur, de famille, de harcèlement, ça peut être des histoires liées à des sujets beaucoup plus sombres, notamment l'anorexie, ça peut être la défense des animaux. Ainsi, cette saga parle d'énormément de sujets. C'est évidemment une série qui est à destination jeunesse, donc à partir de 10 ans, donc évidemment, si vous êtes comme moi, la trentaine passée, c'est évident que les sujets vont être un petit peu rushés. En revanche, je trouve que c'est une très bonne saga jeunesse pour le lectorat visé, parce que ça permet de discuter de plein de sujets, de plein de choses qui ne sont pas forcément faciles à aborder, et ça permet de lancer la conversation, de lancer les sujets, de se poser aussi des questions. Et puis les personnages sont hyper attachants, la plume est addictive, c'est mignonné, douillet, cosy comme je vous le disais, moi c'est mon petit bonbon, c'est mon petit péché mignon. Et je me régale toujours à revenir à Tanglewood parce que ça c'est toujours ultra intéressant et sympatoche. Là en plus de ça, dans les derniers tomes, on sort de la famille, même si on reste dans l'environnement assez proche, puisqu'on est sur l'histoire de Kat, 12 ans, qui jongle entre son désir d'être populaire, son côté geek et sa nouvelle amitié avec Sam, une militante écologiste qui va changer sa vie. Et Kat, c'est la petite sœur de Tommy, et Tommy, je vous laisserai découvrir qui c'est au sein de Tanglewood. Parce que évidemment, je ne vais pas tout vous dire. Si vous avez envie de vous lancer dans cette série, n'hésitez pas à l'emprunter, à la lire en poche, en audio peut-être. Bref, n'hésitez pas à regarder un petit peu du côté des filles au chocolat. C'est très cool et très sympathique à lire. Si vous êtes en panne de lecture aussi, ça peut faire le café. Je continue et j'enchaîne avec le livre suivant qui me fait envie. Et on est là sur du manga. On est là sur une édition grimoire qui plus est, mais une édition collector qui relie plusieurs tomes en un seul. Il s'agit de l'Atelier des sorciers, édition grimoire, comme je le disais, le tome 3, de Kamone Shirahama aux éditions Pika. L'Atelier des sorciers, c'est une saga que vous pouvez toujours suivre, tome après tome, en solo, il n'y a pas de souci là-dessus. Pika continue la parution avec cette formule. Vous avez toujours la version simple et la version collector à la sortie de chaque tome, hein, ça, là non plus rien ne change. Mais Pika a décidé, et je trouve que c'est une bonne idée pour celles et ceux qui, comme moi, ont un retard monumental sur la saga, à savoir que je les empruntais à ma soeur et je les empruntais à la médiathèque, mais j'ai jamais pu les avoir moi dans ma bibliothèque perso. Un regret parce que j'aime beaucoup cette saga, cette série, cette histoire. Donc je trouve ça intéressant d'avoir fait une édition grimoire qui réunit je crois 2 tomes par 2 tomes. Il y en a 4 qui sont sortis. Et c'est une excellente idée parce que voilà, vous en avez pour 400 pages quasiment par livre. Et ça vous permet en fait de contempler la série, d'en avoir vraiment à vous mettre sous la dent. En 200 tomes, il se passe des choses, évidemment. Certains diront oui, certains diront non. Moi, je fais partie de celles et ceux qui aiment bien lire des mangas de manière groupée. J'aime bien lire 2-3 tomes ensemble parce que ça me permet de faire une vraie pause, de me prendre un après-midi comme ça, de me poser et de commencer à lire de la page 1 jusqu'au bout et d'enchaîner plusieurs tomes. Ça me permet d'avancer dans l'histoire, de prendre mon temps pour regarder les images, d'apprécier le texte, les illustrations. Donc de la même manière que les versions collector de Fullmetal Alchemist, de Sailor Moon, de Aria The Masterpiece, ou encore de Cardcaptor Sakura, ou même les 4 Size qui réunissent plusieurs tomes en un seul, ces versions m'intéressent vraiment parce que ça me permet d'avancer dans la série, d'avoir peut-être moins de livres aussi. C'est un gain de place pas négligeable. Et en plus de ça, je trouve que ces éditions collector, cette édition grimoire est plutôt jolie. Là, le tome 3, on a un beau vert avec des petites dorures et Agathe en premier plan. Donc oui, je suis très contente de la décision de Pika de faire ça parce que ça me permettra de rattraper petit à petit la saga. Et si vous ne connaissez pas l'Atelier des sorciers, on est sur un manga de fantasy. Coco a toujours été fascinée par la magie et rêve de devenir une sorcière. Et là, seuls les élus nés avec un don peuvent pratiquer cet art. Les autres n'ont pas le droit d'assister ne serait-ce qu'au lancement d'un sort.
Coco a donc abandonné tout espoir jusqu'au jour où un sorcier, qui est Fray, visite la boutique de sa mère. Elle parvient alors à l'espionner et à découvrir la véritable nature de la magie. Au prix d'un événement tragique, elle devient la disciple de Keffray et entre dans un monde aussi enchanteur que destructeur. Comme je vous disais, l'Atelier des sorciers, j'ai lu quelques tomes maintenant, et j'aime beaucoup l'ambiance qui est très magique et très enchanteur, mais sous cette couche de vernis très bon enfant, avec ces adolescentes qui s'entraident pour apprendre la magie. Il y a beaucoup de, on va dire, d'éléments qui sont positifs, qui donnent voilà, le smile qui est vraiment très alléchant, mais sous ce vernis, il y a des recoins et des coins plus sombres, des personnages qui sont plus torturés, il y a des événements plus matures, il y a des choses qui sont peut-être plus violentes aussi, il y a des histoires de malédiction, il y a des mystères, il y a des non-dits, il y a des mensonges aussi. Donc il y a beaucoup de petites aspérités qui, moi, me plaisent énormément. J'aime beaucoup l'univers que l'autrice a su créer au fil du temps. J'aime énormément les personnages que je trouve très attachants. J'aime beaucoup le coup de crayon, le dessin est magnifique, je trouve. Petit côté, ces petits traits, ces petits points qui donnent un peu de la matière. Il y a une façon de designer les personnages, de donner les décors, les lieux, les objets, tout est élégant et soigné. Moi, c'est vraiment une série que j'affectionne particulièrement avec les carnets de l'apothicaire. C'est un très très chouette manga, je trouve, et je serais ravie de tout reprendre depuis le premier tome avec ces éditions Grimoire. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu faire quelques petites découvertes assez intéressantes. Peut-être que certains de ces livres sont déjà dans votre wishlist ou déjà lus. Peut-être que d'autres sont dans votre pile à lire ou vous ne connaissiez pas du tout leur existence jusqu'à ce que j'en parle ou vous les voyez ailleurs. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, votre petit partage lecture, vos sorties littéraires de ces derniers mois qui vous ont vraiment attiré, que vous les ayez achetées ou pas. Ça me permettra toujours d'augmenter un petit peu ma wishlist qui... la wishlist, je crois que j'ai dépassé les 700 titres de wishlist. Et je me dis, peut-être qu'un jour, si j'atteins les 1000, je me lancerai dans un défi fou. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les titres cités, comme je l'ai dit en intro, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Et en parlant de sous la vidéo, vous avez également moult liens pour faire votre pumpkin spice latte, évidemment. Vous pourrez ainsi retrouver tous les liens vers soit mes réseaux sociaux, les réseaux livresques, ou encore pour me soutenir financièrement via Patreon ou Tipeee, ou bien si vous avez envie de faire un tour sur le blog. Bref, tout est là. Merci infiniment à celles et ceux qui vont s'abonner sur cette chaîne, puisque je fais d'autres vidéos sur la lecture, mais je fais aussi des vidéos sur l'écriture et l'illustration. Donc un grand merci à celles et ceux qui rejoignent l'aventure en s'abonnant sur cette chaîne. Merci aussi à celles et ceux qui viennent me voir sur Insta, sur le blog, qui viennent aussi papoter et me laisser de très gentils commentaires sur Wattpad ou Fixia. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci aussi à toutes celles et ceux qui vont partager cette vidéo ou qui iront la liker. Tout soutien est bon à prendre. Il est temps pour moi de vous laisser ici et de vous souhaiter de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!